Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la deuxième émission de la saison 3 de Boisvert Radio. À mon grand plaisir, c'est la première fois cette saison qu'on va parler de hockey. Le Canadien nous a fait vivre de belles émotions cet été et plusieurs dossiers chauds animent la planète hockey présentement. Donc, ça tombe bien. Et pour ce podcast hockey, comme d'habitude, James Letourneau nous accompagne. Comment ça va, mon James? Salut Charles, ça va très bien. Merci de me recevoir encore ce soir. Ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne rentrée et une bonne saison de Boisvert Radio. Merci beaucoup à toi aussi. L'invité aujourd'hui s'appelle Simon Bédard. Simon est le rédacteur en chef du magazine spécialisé Hockey le Magazine. Il publie 5 magazines version papier par année, en plus du fameux guide des poolers. Simon est aussi coordinateur de production de la version télé de Hockey le Magazine, qui a d'ailleurs débuté les tournages pour la prochaine saison dernièrement. C'est un grand plaisir de le recevoir à Boisvert Radio. Simon Bédard, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Ça va bien. Et vous autres, les boys? En pleine forme. Oui. Beau être 9h le soir, on pète le feu. Oui, c'est 9h15 actuellement quand on est en train de faire ça, mais on dirait qu'il est quand même 10h30 du matin. C'est bien correct. Yes. Good. Ben, commençons par parler de ta jeunesse. Comment tu tombes en amour avec le hockey? Et est-ce que tu as un background hockey là, en tant que joueur, entraîneur, arbitre, un autre rôle? Là? Ouais, ben, passion du hockey au plus loin que je me souviens, là, c'est venu dans le coin de 4, 5, 6 ans. Là. J'aimais beaucoup la course là, quand j'étais vraiment plus jeune, là, la F1 et tout ça. Okay. Environ là, dans les âges de 6-7 ans, c'était ma grande passion. Maintenant, je regarde même plus une course. Là, des fois, les passions changent vite quand même, mais non, ben, le hockey ensuite a vraiment pris tout devant cette place-là. C'est beaucoup mon grand-père qui me l'a transmise. J'avais eu vraiment la chance de jouer, de quoi d'élever, puis tout ça, parce que bon, j'ai eu des problèmes de genoux, puis des problèmes là, aussi au niveau de mes genoux en très bas âge qui me limitaient quand même. Puis c'est sûr que j'étais plus intellectuel que sportif à la base, mais cette passion-là pour le sport puis pour le hockey surtout a toujours été présente. Puis c'est sûr et certain que à un moment donné, j'ai commencé à écrire vraiment des textes par hasard là, sur les matchs des estacades du Cap-de-Madeleine Ninja 3 qui sont rendus estacades de Trois-Rivières maintenant. Puis on avait un contact de famille qui était le physiothérapeute de l'équipe. Fait qu'il venait des fois souper chez nous le dimanche ou le vendredi soir. Puis à un moment donné, mon père, je me souviens de montrer un texte comme ça par hasard. Fait que François, dans le fond, cette personne-là était un peu épatée parce que j'avais rien que 10 ans dans le temps. Fait que c'était quand même, c'était pas extrêmement commun. Là. Fait qu'il a montré ça vraiment à des bénévoles à fond de l'organisation qui ont vraiment trouvé ça intéressant. Ces deux dames-là, là, Denise et Pauline, m'ont rencontré avant une game quand j'avais 11 ans pour me dire c'est sympa que tu fasses les textes des matchs locaux de l'équipe. Fait que sûr qu'en 6e année, quand ça t'arrive, là, c'est quand même assez gros. Fait que j'ai comme accepté. Là, les textes passaient ensuite sur le rds.ca dans la zone Midget 3. À 11 ans, tu te demandes comment que tes textes font pour être là, parce que ça a l'air tellement gros. À cette heure, on comprend que le Midget 3 est comme affilié, le M18 3 plutôt, là, est rendu affilié là, sur le site de RDS. Fait qu'à cette heure, c'est rendu un peu plus normal, là, mais dans le temps, c'était quand même gros pareil. Fait que c'est à partir de même, après ça, tout mon secondaire, je me suis beaucoup impliqué là, dans la Ligue nord-américaine de hockey, entre autres. À Trois-Rivières, on avait le Caron Aigué. Puis dans ce temps-là, cette ligue-là, là, avec le hockey senior, c'était très, très gros quand même. C'était des foules de 2500, 3000 partisans par match. Fait que j'étais beaucoup là-dedans. J'avais un site web, là, TR Goons, qui portait sur les hommes forts du Caron Aigué de Trois-Rivières. Puis c'était super aimé des partisans, des joueurs. C'était même plus en vue que le site officiel du club selon plusieurs joueurs. Fait que, mon adolescence, sur l'exemple d'aller faire des parties et comme des autres expériences de jeunesse, là, je l'ai passé là-dessus, ces ordinateurs à écrire et aller voir des matchs. J'avais 3-4 personnes qui travaillaient pour moi, mais travaillaient. Il n'y avait pas de paye liée à ça, mais c'est vraiment qui était pour nous autres et qui m'aidaient là-dedans. Fait que je pense que ça s'est vraiment fait graduellement. Après ça, j'ai fini mon secondaire en retournant à faire un peu de saison avec les estacades de Trois-Rivières là, pour conclure le secondaire. Puis là, on va en parler un peu tantôt par rapport à toutes les études avant puis le background, mais après ça, rendu au niveau du cégep là, de 17 à 19 ans, je suis déménagé à Gatineau pour 2 ans. Et c'est là que sont arrivés, entre autres, dans ma jeune carrière, là, les Olympiques de Gatineau là, au niveau junior majeur, qui ont vraiment été un 2 ans marquant vraiment dans ma vie, parce que j'ai vraiment connu du monde marquant là-bas, mais je me suis aussi vraiment découvert comme personne quand même, là, en partant de chez nous très, très jeune, puis tout ça. Fait que
Je pense que c'est vraiment venu graduellement. C'est dur à comme expliquer en tant que tel, mais je pense que c'est vraiment un fil de vie qui a fait en sorte que c'était peut-être comme vraiment comme une destinée, dans le fond, que ça arrive comme ça. Ouais, c'est intéressant. Tantôt, tu parlais qu'à 10 ans, déjà, avec les estacades, tu commençais à écrire des textes. Comment ou peut-être pourquoi tu commences à t'intéresser aux journalistes écrits concrètement? Là? Écoute, ça, c'est une question aussi dure à fond que l'autre à répondre parce que j'ai pas de souvenir marquant du jour où je commence à écrire des textes. Je veux dire, j'allais voir souvent des matchs avec mon père. Ça, c'était vraiment comme un incontournable à l'aréna Jean-Guy Talbot, là, qui ont malheureusement détruit là, au Cap, là, à Trois-Rivières, depuis quelques semaines. Mais écoute, c'était sûrement là, écoute, moi, je pense que ça me captivait de voir ces joueurs-là. Quand tu as 9 ans, 10 ans, là, les joueurs Midget 3, là, pour nous autres, c'est comme des idoles. C'était vraiment gros. Là. À cette heure, je parle avec mes pères avant de ces gars-là qui ont toute leur propre carrière, leur propre famille. Puis c'est du monde bien, bien normal. Puis eux autres, ils trouvent ça le fun de voir ça, le chemin que j'ai eu, puis tout ça. Mais à cet âge-là, là, c'est comme si, comme la première fois que je vois Carey Price ou que je vois Brendan Gallagher en vrai, c'est vraiment gros. Fait que c'est sûr que ça va peut-être vraiment un peu intéresser. C'est sûr que j'avais aussi un don en français. C'est exemple en maths à l'école, je ne valais pas une claque en sciences non plus. Il y a quand même plusieurs matières que j'étais correct, mais que sans plus. Mais du français, j'ai toujours eu plus que tout le monde, honnêtement. Fait que ça, je pense que ça a vraiment peut-être juste été un fit naturel. Mais aussi, moi, à fond, comme on va un peu parler tantôt, moi, j'étais bègue plus jeune. Là, encore aujourd'hui, des fois, j'accroche sur des mots. Un bègue, là, quand c'est plus jeune, surtout au primaire, au secondaire, là, la confiance en soi, c'est un défi de plus. Puis c'est sûr qu'en écrivant, je pense que je me retrouvais peut-être plus dans mon élément, vraiment, qui me rendait vraiment peut-être plus à l'aise aussi. Là. Good. Quel parcours scolaire as-tu suivi pour arriver là où tu es? Oui, ben c'est ça. Après ça, ben, de 17 à 19 ans, je suis passé à Gatineau, la cité collégiale à Ottawa. Là, dans le fond, je dis Gatineau parce qu'avec les Olympiques, j'étais souvent rendu là, mais je vivais à Ottawa, qui est le Coromagnon, de l'autre bord du pont. Donc, c'est passé de là à 17 ans quand même. C'est sûr que j'avais un but en tête. Mes parents ont mis quand même beaucoup de sous là-dedans pour que j'aille là-bas. C'est un collège francophone spécialisé dans plusieurs domaines, dont le journalisme. Fait que c'est sûr que, considérant un peu le parcours que j'avais depuis l'âge de 11 ans, là, ça faisait 6 ans vraiment que je suis là-dedans à fond. Je pense qu'ils savaient que l'investissement était sûrement pour en valoir la peine, en tout cas, du moins pour vraiment que j'aille au bout de ce trip-là. Fait que ça a été une grosse étape. J'étais rien que là 2 ans, dans le fond. Après ça, j'ai eu la chance de faire mon stage à Hockey le magazine, comme on va parler tantôt, là, en avril 2012. Il y a des profs qui m'avaient suggéré d'essayer de me placer tout de suite parce que j'étais pour sauver toute l'étape après ça de l'université. Puis, ils voyaient bien que des passionnés de hockey comme moi, il n'y en avait pas 35. Surtout rendu à 17 ans, j'étais encore des fois perçu comme par mes camarades comme un pot secondaire, comme pas un être, une débute à part, là, mais c'est sûr que le monde voit vraiment que ça prenait une place vraiment marquante dans ma vie. Puis tout ça. Fait que, c'est sûr que plus jeune, des fois, le jugement des autres, tu accordes une certaine importance, mais moi, je savais quand même que j'avais un but derrière ça, puis que c'était de travailler dans ce monde-là, peu importe la façon, puis peu importe comment. Puis, fait que, là-bas, je pense que je suis devenu peut-être plus un homme. J'étais autant partisan puis passionné, puis dans ma bulle. Mais c'est sûr qu'être avec les Olympiques pendant 2 ans, là, de couvrir tous les matchs, puis tout ça, de connaître Nicolas Deslauriers, Jean-Gab Pajot, Hubert Labrie, Maxime Clermont. C'était une grosse équipe cette année-là. C'est l'année qu'ils ont été en finale contre les Sea Dogs de Huberdeau, défaite en 6 matchs en finale. Fait que ça a été spécial quand même d'être aussi loin de ça que chez nous. C'était quand même 4 heures de Trois-Rivières. Je me suis quand même perfectionné là-dedans. Puis après ça, j'ai pu avoir mon stage. Mais je n'ai pas été à l'école extrêmement longtemps. Là, fait que je me considère chanceux parce que je sais qu'il y en a que c'est des 3, 4, 5, 6 ans, même 7 ans d'école avant vraiment de sauter là-dedans. Fait que j'ai pu avoir ce chemin-là. À un moment donné, j'ai comme douté parce qu'après presque 1 an, je n'étais pas avec Hockey de Magazine encore à temps plein. Mais comme que toutes les choses, des fois, dans la vie s'enchaînent quand même bien. Après ça, l'appel ultime est venu en septembre 2013. Fait que finalement, je n'ai pas été à l'école plus que 2 ans là-dedans. Mais sûr qu'un jour, là, si que je viens à changer de vocation, peu importe, je ne ferme pas la porte de comme y retourner, là, mais les chances que je change de vocation sont plutôt minces.
Ouais. Effectivement. Puis à quoi ça ressemble ton parcours professionnel avant d'arriver à Hockey Magazine concrètement? Tu as parlé avec les Olympiques, mais est-ce qu'il y a autre chose Ouais. avec ça? Bien sûr qu'au niveau plus jeune, comme j'ai dit, il y avait beaucoup l'implication, puis le bénévolat, Ouais. puis l'ardeur avec le Coronguet, Trois-Rivières, les estacades pendant 2, Ouais. 3 séjours différents. Les Olympiques, ça, c'est vraiment avec l'école là, que ça m'a un peu forgé OK, ouais. le parcours. Mais un coup, après ça que l'école a été terminée, là, j'ai fait un stage de 1 mois à Hockey le Magazine. Encore là, je le dois du monde à Gatineau. C'est une personne qui travaillait pour les Olympiques, là, Audrey, qui m'a dit tout bonnement avant un match, hey, elle dit, je te verrais faire ton stage là, Hockey le magazine. Ça se dit, elle dit, je suis en train de faire de l'essor m'emmener à l'aréna, puis elle dit, je te verrais là-dedans. Mais tu sais, moi, là-dedans, j'avais fait d'applications à plein de places sauf là, parce que dans ma tête, c'était trop gros pour être vrai, puis c'était impossible que je rentre. Fait que, puis honnêtement, ça, j'en ai quand même parlé avec un chum là, comme 3 jours. Honnêtement, si c'était pas de elle ce soir-là qui me dit pourquoi tu n'essaierais pas d'entrer là, je pense que je ne pense jamais à écrire là, puis on se parle peut-être même pas à soir, là, dans le fond. Ouais. Là, fait que c'est sûr que des fois, dans la vie, c'est spécial qu'est-ce qui arrive. Puis, je pense qu'elle me disait ça le vendredi. Le dimanche matin, j'allais à l'école là, dans nos locaux, parce qu'on avait accès, nous autres, à nos locaux la fin de semaine. J'allais à l'école là, envoyer vraiment un CV puis une lettre là, à Raphaël Doucet, là, qui a fait quand même les 4-5 premières années avec moi là-bas. Puis, j'ai envoyé ça, puis je me dis, regarde, j'aurais sûrement pas de réponse. Puis, finalement, je pense qu'une semaine après, il m'appelait pour demander de l'information. Puis j'avais quand même ce stage-là. Fait que le stage que j'avais eu au début à l'écho de Masquinongé à Louisville, on avait le bord pour Hockey le Magazine. Ça a été le début d'une run incroyable. Puis après ça, entre le stage puis le moment où je rentre en septembre 2013, je suis retourné à Trois-Rivières une couple de mois parce que bon, j'avais juste 19 ans. Puis bon, les autres, ils me disaient que le timing n'était pas bon. Là, c'est l'année du lockout là, parce qu'il y a eu une grève dans la Ligue nationale, là, saison écourtée en 2012-2013. Fait que je pense que le timing était juste pas bon. Fait que c'est là vraiment que je me suis un peu plus cherché. J'allais des fois les aider à l'occasion dans les périodes là, de rush comme le guide des poolers, les corrections des gros projets puis tout ça. J'allais une couple de jours, ça c'était toujours bien le fun, mais moi je voulais vraiment travailler là à temps plein. Là. Puis fait que retourner chez mes parents puis tout ça, après avoir vécu tout ça, c'est sûr que c'était une période un peu de ma vie que j'ai comme un peu oublié, qui est comme entre deux chaises. Mais après 8-9 mois, là, 10 mois même, là, à un moment donné, je me dis, regarde, je suis mieux avant que je retourne à l'école encore 1 an ou 2, puis que j'attende, puis que rendu à 21 ans, 22 ans, peut-être que le timing va quand même être meilleur. Puis finalement, en septembre 2013, là, quand un peu l'école a recommencé, puis tout ça, puis que j'y pensais, ils ont appelé parce qu'il y avait un poste au début au web que c'était ouvert pour que je rentre dans cette boîte-là. Ils m'ont dit, peux-tu monter à Montréal lundi? C'était un vendredi. Je montais là le lundi. Je pense que le mardi ou mercredi, il me disait que si ça m'intéressait, j'étais pour rester là. Fait que je ne suis pas encore parti depuis ce temps-là. Fait que ça va vite quand même, mais c'est des moments spéciaux pareils. Good. Justement, là, parlons de ton implication là, avec Hockey le Magazine, parce que comme tu dis, ça date à quand même longtemps. Ouais. Là, tu es rentré, tu dis que tu es rentré en 2013, là, à la rentrée à peu près pour un poste web. Là, après ça, comment tu as gradué vers le poste j'ai envie de dire le prestigieux poste de rédacteur en chef? Prestigieux, mais en même temps, à cette heure, on n'est plus. L'équipe a beaucoup changé. Là. Ouais. Avant, on était 2 sur le hockey, pas mal à temps plein. Là, Raph, comme j'ai dit tantôt, puis moi. Comme j'ai dit, j'ai aidé beaucoup dans d'autres sphères de la compagnie parce que Ovation Média, c'est aussi du golf, c'est de l'événementiel, c'est des sites Internet, c'est des gestions d'infolettes. C'est une boîte de communication, marketing événementiel. Mais le créneau à la base, c'est le golf avec au 19e, puis Hockey le Magazine. Ouais. Sur le golf n'a jamais été ma grande force. Ils savaient tout que ma grande passion puis ma grande force, là, c'était le hockey. Fait que j'ai aidé beaucoup Raph là-dedans. Ça, c'est un peu dans les années que le magazine a tombé sur version mobile, là, sur iPad. Fait que moi, entre autres, là, ma tâche, c'était de m'occuper de tout ce qui est mobile web. Là. Fait que coordonnateur web, là, un titre que j'ai encore quand même aujourd'hui, là, 9 ans après. Là, ça faisait partie vraiment de ma première tâche avec mettre les versions, les magazines de golf et hockey sur iPad. Je me rappelle que les premières fois, là, à 20 ans, là, tu ne veux pas faire d'erreur, puis c'était quand même gros, ça, sur iPad, là, puis ça demandait quand même beaucoup de temps, puis tout ça, ça me stressait beaucoup, puis Raph me donnait quand même une coupe de mandats écrits par magazine, puis tout ça, fait que j'ai fait 4-5 ans à apprendre avec lui. Là. C'est sûr que je pense pas qu'on aurait continué 10 ans à 2 comme ça. Encore une fois, comme le hasard fait bien les choses, là,
Raph était rendu à presque mon âge maintenant, là, 28, 29, 30 ans. Puis il s'est fait offrir un poste à 91 ans pour le Rocket de Laval. Fait que lui, je pense qu'il sentait que sa carrière, c'était mieux qu'elle s'en aille comme ça. Moi, j'avais juste 25 ans. Là, fait que c'est sûr que ça, c'était. Je pense que mon boss savait que c'était peut-être tout désigné qu'il m'offre de prendre le flambeau de ça. La différence, c'est qu'il n'y a personne qui a pris mon poste. Je veux dire, oui, ouais. J'ai pris le poste à Raph, mais j'ai quand même aussi gardé le mien. Fait que oui, c'est quand même prestigieux parce qu'à cette heure, je m'en occupe pratiquement pas seul, mais j'ai beaucoup de latitude à 90%. Oui. C'est sûr que ça, pour moi, c'est prestigieux parce que j'ai beaucoup quand même la chance de mettre ma main dans ce magazine-là et tout ça. Mais ça reste quand même que en 2022, bientôt, vis-à-vis en 2013, quand je suis rentré, les médias ont quand même changé beaucoup aussi. Fait que c'est sûr que c'est pas pareil. Mais ça nous permet de continuer et d'avoir une job à tous les jours puis de vivre de ça. Fait qu'écoute, moi, ça ne me dérange pas de comme être un des 2, 3 hommes orchestres là-dedans, là, puis de runner ça, puis de mettre beaucoup de temps, puis d'heures, puis d'efforts, parce que je me dis qu'un travail comme ça, puis une carrière comme ça, je n'aurais peut-être pas ailleurs. Là, fait que je l'apprécie. Je pense que ça a été qu'un 4-5 ans de formation avec Raph. Quand lui, il est parti, je pense que j'étais prêt. Là. Au début, j'étais quand même un peu épeuré de ce mandat-là, là, parce que quand tu as un plus haut que toi en avant de toi, souvent tu te fies au fait que si mettons, tu fais une erreur ou quoi de même, mais lui, il est là comme pour t'aider et pour comme, te backer. Quand lui, après, on s'en va, là, c'est tout toi, c'est tout sur tes épaules à toi. Il faut vraiment que tu te fasses confiance et que tu fasses quand même une période d'adaptation. Mais écoute, maintenant, là, écoute, c'est vraiment un emploi comme un. Ben, c'est pas un emploi comme un autre, mais je veux dire, c'est tellement rendu comme une routine que je suis rendu tellement habitué là-dedans qu'il n'y a plus vraiment de peur ou rien de ça. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une pression pareille parce que tu veux quand même que ça perdure. Tu as quand même aussi un standard de qualité aussi à répondre et à maintenir. Fait que non, c'est un très beau défi puis c'est le fun. Oui, puis on en parle, tu es rédacteur en chef pour le magazine. Tu as beaucoup de travail autour de ça, tu en parles. Tu es quasiment 90%, c'est pas mal tout toi qui fais. Mais les étapes pour préparer un magazine, ça ressemble à quoi ta job là-dedans? Ben, à cette heure, je dirais que je passe environ un mois sur un magazine. Là. Je pense que là, on roule environ à 68 pages, 5 fois par année, plus le guide des poolers. C'est sûr, avant, on avait des meetings. À cette heure, on a un peu moins de meetings. Ça, je parle avec mon grand patron Richard quand même plusieurs fois par semaine, mais c'est pas lui qui va me dire fais ci, fais ça. Comme je disais tantôt, j'ai la chance d'avoir quand même beaucoup de latitude et d'avoir quand même beaucoup de carte blanche. C'est sûr qu'il faut que tu penses que le monde, qu'est-ce qu'ils veulent lire au Québec, c'est le Canadien de Montréal. C'est des joueurs du Québec. Ils veulent avoir des histoires un peu exclusives de fond, des features qu'ils n'auront pas sur tous les 3000 blogs qui peuvent exister maintenant et les 250 000 sites. Ça, c'est notre plus grand défi, mais avec le magazine qui entame sa 16e saison, je rentre quand même avec une notoriété quand même là, qui est assez épatante. Tantôt, on va comment parler, mais là, je viens de faire la virée des joueurs du Québec là, au cours des dernières semaines. Les Thomas Chabot, les Mathieu Perrault, les Carrier. Les gars acceptent de comme nous recevoir chez eux dans leur propre milieu parce que comme le veut le nouveau slogan que j'ai amené d'une couple d'années, c'est pour un accès inédit à vos joueurs préférés. C'est juste que le monde sent que quand ils ont le magazine dans les mains, ils ont des photos, ils ont des shootings photos qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. Ils rentrent vraiment chez le joueur et découvrent une autre facette du joueur. C'est vraiment l'accent que je mets là-dessus avec ces pages-là. C'est sûr que si on veut aussi beaucoup traiter de hockey en général. Rocket de Laval est très proche de nous autres. Là, on va beaucoup parler des Lions à Trois-Rivières qui s'en viennent. Le junior majeur, Jasmin Leroux, qui est un chroniqueur aussi, qui fait toujours un 2 pages, Midget 3 des affaires de style un peu plus hockey mineur. Là. Puis c'est sûr et certain que là, comme là, on rentre un peu les cartes de hockey depuis quelques éditions, là, les cartes de hockey avec Collect Edition pour les maniaques de cartes sont rendus là-dedans. Le deck hockey va rentrer aussi d'une quelconque façon. On veut vraiment aller découvrir le hockey vraiment at large. Là. Fait que c'est vraiment ça, je pense que j'essaie toujours de penser quand on fait le plan de match, mais c'est sûr que je ne vous mentirais pas que le Canadien de Montréal, là, sur un cover page, là, tu ne te trompes pas avec ça. Oui, c'est sûr. Là, on est en 2021.
bientôt 2022. Ouais. On est vraiment là à l'ère du numérique, de la technologie. Tout se passe sur le web. Tu peux aller lire des textes, mettons, en 2 clics. Pourquoi, selon toi, est-il encore pertinent d'avoir des magazines version papier, comme Hockey le magazine le fait présentement? C'est rose que je viens un peu à fond de comment glisser un mot. Tu sais, je veux dire, je Ouais. veux que, tu sais, honnêtement, de la passion, moi, je pense que ça se vend encore. Tu sais, exemple, le magazine Véro de Louis Morissette, KO Média, je pense. Là, tu le regardes dans exemple, un genre de présentoir. Tu veux comme l'acheter, tu veux comme le feuilleter. C'est vraiment invitant. C'est des magazines de choses de passionnés de même, puis des affaires que tu vois sentir que c'est comme une pièce, pas une pièce de collection, mais presque tu tiens entre tes mains. Moi, je crois encore beaucoup à ça. Entre autres, dans mes 3000 fonctions, je suis rendu aux ventes aussi maintenant. Je m'assure vraiment de la pérennité du magazine avec un peu de vente là, publicitaire. Puis c'est beaucoup le message que je prône à toutes les nouvelles personnes que j'approche et avec qui que je parle. Puis ça va très bien quand même de ce côté-là aussi. Là. J'ai quand même déniché plusieurs nouveaux partenaires là, depuis quelques mois. Puis tu sais, le monde croit à ça. On a quand même 3, 4, 5 nouvelles abonnements qui rentrent à tous les jours dans notre boîte courriel. Fait que, on voit qu'il y a encore un intérêt à lire ce magazine-là. Sur le web, là, honnêtement, moi, je n'accroche pas encore à aller sur le web. Des fois, je lis un texte, je scroll down, puis à un moment donné, je m'en vais d'ailleurs parce que soit que c'est trop long ou j'ai un message qui rentre ou peu importe. Un magazine, quand tu l'as entre les mains, tu peux, exemple, souper avec, puis savoir c'est le feuilleté. On va amener beaucoup de shooting photos avec les joueurs là-dedans. On veut vraiment amener vraiment l'expérience, de rentrer dans le lifestyle du joueur à un tout autre niveau. Bon, vous allez me dire que tu pourrais faire ça sur le web. Oui, c'est vrai. Mais honnêtement, ça fait 16 ans que ça roule. C'est le seul magazine de hockey francophone en kiosque. Je pense que c'est quand même pas pour rien. Puis, je ne suis pas dupe. Là. Je sais que c'est pas comme que c'était en 2010 ou en 2006 quand ça a commencé. Puis, sûrement que là, c'est encore meilleur là, que ça va l'être peut-être en 2025. Mais je crois encore que ça peut durer plusieurs années si on y met le temps et l'effort. Puis, moi, personnellement, moi, le papier, il n'y a rien vraiment de mieux que ça pour un passionné qui veut vraiment lire quelque chose qui lui est propre. Puis les abonnements, ça va très bien. Le monde s'abonne. Le monde, honnêtement, l'achète encore beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment encourageant. Oui, puis ce que j'aime aussi, c'est que ça crée comme une certaine originalité. Là. Comme tu as dit, des blogs, il y en a 250 000 au Québec d'hockey. Puis des magazines papier, il y en a un. Puis exact. Puis honnêtement, nos textes, on les remet sur le web. On a aussi un site web, hockeymagazine.com, que je gère à tous les jours. On n'est pas maguet. Exemple, une personne nous raconte une histoire, une personne investit un peu de pub avec nous autres. Ils ont encore un plus gros reach. Après ça, si on va le remettre sur notre site, puis on le partage sur notre Facebook, il y a presque 15 000 abonnés. On veut quand même que ça fasse un peu de bruit pareil qu'au-delà du kiosque puis des exemplaires papier. Mais à la base, Hockey le magazine, c'est pas un site web, c'est pas une émission de télé, c'est un guide des poolers, c'est un magazine de saison, disons-le ainsi. Là. Fait que ça, c'est sûr que ça va toujours rester l'élément central de la chose. Puis honnêtement, on regarde encore la possibilité de revenir sur iPad. Là, on a comme tiré ça à la plug il y a environ 2 ans ou 3 parce que malheureusement, les résultats n'étaient peut-être pas là vis-à-vis de papier. Mais on regarde quand même une possibilité de peut-être revenir à un moment donné sur le mobile en plus, c'est du kiosque parce que notre but, c'est que le brand soit vu par le plus grand nombre de personnes possible. Fait que, s'il faut qu'on revienne d'ici 2 ans ou 3, on va le faire. Mais pour l'instant, on donne vraiment un bon coup là, pour le papier. Là. Tu nous as mentionné tantôt que cet été, tu avais réalisé des entrevues pour le magazine, justement. Parle-moi un petit peu là, de ton été de préparation en vue de la prochaine saison de la Ligue nationale. Oui, ça a été un été spécial. Là. Ça recommence dans 3 semaines et demie. Puis je pense qu'un matin, je me suis assis dans la cour pour la première fois de l'été. Fait que, écoute, c'est une chose. C'est sûr que moi, l'été, à la base, c'est drôle à dire, ma période la moins achalandée, c'est l'hiver. Puis la période la plus achalandée, c'est l'été. Fait que, c'est le monde souvent dit, ah, toi, l'été, les vacances. Il n'y a pas de hockey. Le guide des poolers, là, c'est beaucoup d'ouvrages. Il est en vente en kiosque depuis jeudi passé. C'est 164 pages là, de statistiques de prévision. Mais le monde souvent feuillette les pages vite, regarde les chiffres. Mais prenez la peine de regarder chacun des tableaux pour chacune des affaires qui sont là-dedans. C'est du travail. Ça prend du monde qui trouve. C'est
ces chiffres-là qui coordonnent tout ça. Puis c'est moi avant qui fait ça. Il y a une belle brochette qui m'aide là, avec Steve Turcotte, Guillaume Lefrançois, Nicolas Ducharme, Sébastien Lajoie, Pierre Ladouceur, Pierre Roud et Marc Denis. Mais c'est la coordination pendant les 2-3 mois d'ouvrage. Habituellement, c'est moi qui fais ça. Fait que ça occupe beaucoup, beaucoup l'été. Fait que toute la période de tournage là, que je fais avec les gars, c'est quand j'ai des temps plus morts ou quand que je prends congé. Fait que, exemple, j'ai pris congé mercredi passé, mais j'en ai profité pour aller faire la virée de Québec là, avec Thomas Chabot puis Mathieu Olivier. Après ça, j'ai arrêté super à Trois-Rivières pour un autre meeting. Fait que, moi, ça me permet de voir un peu, de changer d'air, puis ça me permet aussi en même temps de. Comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir accès aux joueurs, les joueurs qui veulent nous aider. Les autres, la meilleure période pour eux autres, c'est l'été. Nous autres, il faut qu'on trouve du temps pour pouvoir y aller et pouvoir aller voir ces joueurs-là. Fait que, oui, ça demande beaucoup de temps et tout ça, mais en même temps, écoute, je suis très, très fier de faire ça. Je suis très content que les joueurs acceptent vraiment de nous aider. Puis c'est toujours le fun aussi d'aller voir les gars de même, puis vraiment qu'ils comprennent vraiment qui qu'on a encore plus, puis qu'est-ce qu'on fait. Là. Fait que, non, écoute, cet été, un peu, ça a été différent. Le Canadien a joué jusqu'au 7 ou 8 juillet. J'ai commencé le guide environ le 6 juillet, puis ça partait en impression le 16 août. Fait que je qualifie ça de temps record pratiquement pour l'avoir fait. Là. Mais oui. Fait que l'été ressemblait à ça. Puis là, on se parle aujourd'hui le 31 août. Ça recommence déjà là, dans 3 semaines. Fait que, ça va vite. Là, déjà, on a déjà une édition d'octobre qui sort le 14 octobre aux dernières nouvelles. Ça veut dire que ça part en impression le 4 octobre. Fait qu'après la fête là, du travail, là, je vais commencer un peu à m'y mettre. Là, fait que ça va venir vite quand même. Eh oui, c'est sûr. Tu as aussi un rôle dans la version télé de Hockey le Magazine, comme je l'ai mentionné, comme coordinateur de production. Mettons, moi, je n'ai jamais regardé une émission de Hockey le Magazine à la télé. Ça ressemble à quoi? En tout cas, j'espère pas que tu l'as vu dans le fond pour de vrai. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je le précise dans la question. Là. J'ai déjà écouté ça. Tout à fait. Mais non, extrêmement hockey mineur. Extrêmement hockey mineur. À la base, on était avec Hockey Québec les premières années. Fait que, c'était comme un peu, c'était pas leur show, mais c'était pour Hockey Québec beaucoup. Ouais. À cette heure, maintenant, on a pris des chemins différents, mais écoute, ça va être la 7e saison de Hockey le Magazine. C'est une émission qui est extrêmement écoutée des jeunes joueurs de hockey mineur et de leur famille. Là. C'est souvent le samedi midi. Cette année, ça va passer 6 fois par semaine avec 5 rediffusions là, sur l'une des 3 chaînes de RDS. C'est sûr que je pense que c'est extrêmement... passer 6 fois par semaine, c'est extrêmement important pour nous autres, puis c'est extrêmement bon. Volet équipement, volet exercice sur glace, entrevues avec des pros, entrevues avec des intervenants du hockey mineur, des reportages vraiment qui vous amènent dans les coulisses du hockey mineur. Cette année, on veut peut-être rentrer les cartes de hockey, on veut peut-être rentrer encore une fois le deck hockey là-dedans. Là, présentement, on est dans les premiers tournages, mais aussi on travaille pour twister le show, c'est un peu l'amener dans une autre formule. Donc, non, c'est très le fun de faire ça. Les premières années avec Raph, tout ça, j'avais vraiment un rôle mineur là-dedans. Puis vu que j'étais plus jeune, j'étais peut-être un peu moins ouvert dans mes horizons. Puis je me disais, moi, je suis un gars d'écrit dans la vie. Je viens comme faire ça. Mais j'ai vite compris pour avoir une carrière là-dedans, puis pour vraiment presque juste vivre de ça, il faut vraiment que tu veuilles aussi faire d'autres choses, puis un peu mettre la main à la pâte ailleurs. Être polyvalent. Exactement. Puis maintenant, honnêtement, j'adore ça. Même si je n'ai pas été un gars de télé à la base ou rien de ça. Moi, une fois, j'étais un peu un gestionnaire. Là. C'est moi, exemple, qui coordonne les entrevues. C'est moi qui fait le pont avec le caméraman Michel, Jasmin Leroux, puis l'animateur de l'émission. C'est moi, exemple, qui book les tournages. C'est vraiment un job, là, un peu comme je fais avec le magazine papier. Beaucoup, beaucoup de gestion. Ouais. Puis autant de magazine papier que l'émission de télé à cette heure, là, j'ai ça encore comme si c'est moi qui l'avais fondé. Là, fait que l'autre fois, là, quand le vendredi passé, c'était notre premier tournage qui commençait de l'année. Là, jeudi, vendredi, on en a d'autres. La semaine prochaine, on en a d'autres. La semaine d'après, on en a d'autres. Puis ça me rend aussi fier de partir aller faire ça. Puis de superviser ça que d'aller à au Centre Bell pour un one-on-one avec Gallagher ou n'importe qui d'autre. C'est vraiment le fun de développer cette fibre-là. Puis tu auras beaucoup que de la télé, là, qu'est-ce que tu vois, c'est
c'est quand même le fun, puis c'est beau, là, mais qu'est-ce qui se passe vraiment en arrière, là, c'est carrément le monde. Ah, c'est hot. Actualité hockey maintenant, parlons du magnifique parcours de série du Canadien. Tu en as glissé un mot tantôt là, jusqu'au mois de juillet. Si je ne me trompe pas, tu étais sur la galerie de presse au Centre Bell pas mal à chaque match qu'il y a eu là. Comment tu as vécu ces séries-là aussi proches de l'équipe? Là? Ouais, ben proche, c'est un grand mot. Parce proche et loin en même temps. Là. J'étais quand même plus proche que beaucoup de monde, mais j'étais bien loin pareil. Mais écoute, ça a été vraiment une année spéciale. En saison, d'avoir ma passe quand c'était vite partout, puis tout le monde était pris chez eux avec le couvre-feu, puis tout ça. Moi, j'étais sur la route des fois après les games, je revenais chez nous. Il n'y avait pas grand monde sur les routes. Oui, le protocole de sécurité au Centre Bell, remplir les questionnaires de santé. Ça a vraiment été une année spéciale avec la saison à la base, qui était vraiment une saison de montagne russe. Mais déjà, c'était rien qu'un privilège d'être là. Même s'il n'aurait pas fait les séries, j'en aurais sûrement gardé un souvenir positif parce que rien que de revoir du hockey au Centre Bell puis tout ça, avec ce climat-là, c'était déjà de quoi de vraiment unique. Arrivent ensuite les playoffs. Il n'y avait pas beaucoup d'attentes en début de série, malheureusement, vis-à-vis qu'est-ce qu'on pouvait ressentir en début de saison en janvier. Je me rappelle, après le match 4 de la série, quand c'était 3 de Toronto dans la série, il n'y avait pas un chat dans les estrades. Mon boss, il m'avait écrit, il dit « Ramasse tout ton stock, mon sim, tu ne reviendras pas là avant vraiment un méchant bon bout. » J'étais déçu. Je voulais vivre un printemps un peu plus magique que ça. J'avais comme pas répondu. Je ne répondrai pas à ça. Ça ne vaut pas la peine. Il m'écoeure et il me niaise, puis c'est bien correct. Puis là, je me rappelle de la Game 5. Puis là, on savait qu'avec la Game 6, il va peut-être avoir 2500 partisans pour la première fois depuis longtemps. Puis j'avais un feeling. J'ai dit, s'il fallait qu'il gagne à Toronto, là, tu reviens au Centre Bell Game 6 avec 2500 partisans, j'ai dit, ils ne l'échapperont pas. Mais de là, de penser à gagner en 7 après ça à Toronto, ça, c'était presque impensable. Mais là, il gagne. Game 6, ça, c'était magique. Là. J'étais arrivé au Centre Bell à 4 heures. Il va faire. C'était vraiment les premières belles journées de fin de printemps, début été. Écoute, le monde dehors, il y avait une terrasse à la cage au sport. Ça, on dirait que c'était jamais vu. Là, du monde dehors, puis de la frénésie des séries. C'est le match que Kéké a marqué en prolongation. Là. Ça, c'était spécial. Ça, là, la Game 7 à Toronto, là, on connaît toute l'histoire. Ça, les Jets en 4. Honnêtement, j'ai aussi été faire un tour après dehors au Centre Bell après la quatrième victoire contre les Jets. Le monde était fou pareil. Parce que ça, c'est encore improbable. Champion du Canada, tu t'en vas en finale de l'Est, première fois depuis 2014. Ça, c'était une soirée spéciale. Puis c'est contre Vegas, il y avait plein de Québécois de l'autre bord. Les attentes étaient quand même pas si élevées que ça, parce qu'on savait que c'était pour être dur. Puis après ça, écoute, le 24 juin, on pourrait s'en parler longtemps. Là, ça va rester quand même une soirée marquante. Là. Je pense que je me suis couché à 4h30 du matin, que je suis arrivé chez nous. Le soleil, ça levait déjà. Là. Puis le lendemain matin, à 8h, un vendredi, je sautais déjà sur un numéro spécial pour le magazine, finalement, qui n'a jamais vu le jour. Mais mon boss me disait, t'en bref. J'ai, je pense, une nuit de sommeil de 3 heures avant cette nuit-là, mais on savait qu'on vivait de quoi vraiment d'unique. Tout d'abord, cette fin de semaine-là, là, écoute, c'était du travail full pin, comme sur vraiment une genre d'adrénaline spéciale, parce que je savais qu'on ne vivrait pas ça, que je ne vivrais pas ça 30 fois dans ma jeune carrière. Là. C'est sûr que la finale contre Tampa a laissé un goût un peu plus amer quand même si tout le monde s'attendait un peu à ça. N'empêche quand même que si tu regardes un peu le portrait d'ensemble, ça a été de quoi d'extrêmement spécial. Puis c'est de voir où est-ce qu'ils sont rendus ce soir quand on se parle. Là. Je pense que c'est vraiment une chute un peu fatale. Là. C'est vraiment une descente un peu abrupte. Genre de voir quel genre de saison qui s'en vient. Mais je pense qu'on va peut-être avoir été vraiment proche à ce point-là, peut-être pour la seule fois peut-être pour les 5-6 prochaines années. Yes, pendant l'entre-saison, le Canadien a fait des acquisitions. Je pense notamment à Mike Hoffman et les Québécois David Savard, Mathieu Perreault, Cédric Paquette. Si on tient compte des joueurs qui sont partis, dont notamment Philippe Danault, toi, tu penses que le Canadien s'est amélioré cet été? Ben, ça serait dur de dire le contraire. Là. Je veux dire, ça serait dur de dire que oui, ils se sont améliorés. Ouais. On regarde un peu aujourd'hui, comme je viens de le dire, je pense qu'on se rend encore plus compte de la chance qu'ils ont peut-être loupé là en juillet, là, parce que c'est pas tant que l'équipe est mauvaise. Je pense qu'ils ont quand même acquis des très, très bons éléments, mais
il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Comme je disais un peu tantôt, c'est l'été qui est très, très court. Ça a été beaucoup d'émotions à gérer en peu de temps, avec un peu en même temps se remettre un peu dans un bain de camp d'entraînement, de penser les plaies. Déjà, ça, c'est toujours, par exemple, pour un club qui vient de vivre ça, c'est toujours dur de repasser l'année suivante. C'est par exemple aux Stars. Par exemple, aux Stars, l'année passée, ils avaient été jusqu'au bout, presque dans la bulle à Edmonton. Puis là, tu ajoutes à ça le facteur Price qui reste un point d'interrogation quand même d'une certaine façon. L'absence de Weber va se faire sentir, ça c'est sûr et certain. Oui. Je pense que tu as ta ligne de centre là, qui quand même a pris un peu pour son rhume. Même avec Kéké, je pense qu'on peut dire quand même qu'il manquait 2 éléments vraiment majeurs à ce club-là pour vraiment aspirer, encore une fois, à être dans un bon club là, dans l'Est. Là. Je pense qu'il manquait un bon défenseur mobile, là, peut-être de première paire. Puis un bon joueur de centre, mettons, numéro 2. C'est sûr que si Kéké s'en va en plus, là, oui, tu vas compenser avec Kéké, exemple, par un Christian Vorak, mais tu as encore ce trou-là pareil. Fait que non, ce ne sera peut-être pas évident. Ça va jouer sur plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a plusieurs points aussi intéressants. Beaucoup de Québécois qui s'en viennent. Le duo Caulfield puis Nick Suzuki qui va sûrement être quand même être un point de mire. Ouais. En même temps, je pense que David Savard, c'est un bon plus, mais c'est pas lui qui va on échanger de la brigade défensive du Canadien de Montréal. Je pense que Mike Hoffman remplace Tatar à merveille, sinon mieux. J'ai hâte de voir le facteur Ryan Poehling. Mais se dire aujourd'hui, fin août, que le Canadien va être en série là, en mai 2022, là, ça serait quand même une long shot. Mais ça va jouer ça à la glace, puis on espère toujours être quand même qu'il nous fasse mentir. Ouais. On l'espère tellement. Puis si on regarde à travers là, le reste de la Ligue nationale, à ton avis, quelle est l'équipe qui s'est le plus améliorée durant l'été? Sûr que les Flyers ont fait beaucoup de changements intéressants. Je pense qu'il y a d'autres qui ont été extrêmement proactifs. Puis je pense qu'ils ont quand même comblé plusieurs lacunes importantes. Mais comme à la défensive, surtout. Là. Vraiment. Mais comme que je disais l'autre fois à d'autres mondes, t'as beau avoir fait tous ces changements-là, si Carter Hart ne revient pas l'ombre de lui-même, je pense que ça va être dur. C'est quand même pas ça. Puis évidemment, je respecte le gars, mais c'est pas Martin Jones qui va venir sauver les meubles s'il connaît encore d'autres passages à vide. Mais je pense vraiment le club peut-être qu'on attend un peu moins ou qu'on parle le moins, mais qui vont sûrement vraiment nous surprendre, c'est les Panthers de la Floride. Là. Si le Canadien risque sûrement de se battre avec les Bruins pour une place de wildcard, peut-être dans la division atlantique, parce que les Panthers vont aussi être un club là, dominant là, dans le top 3 avec Toronto et avec les Bruins, moi je pense. L'année passée, ils ont déjà fait quand même un gros pas vers l'avant. Puis là, tu rentres Thornton, début de Spencer Knight, tu as Sam Bennett et Sam Reinhart qui vont être là. Tu as déjà tout le club très bien équilibré qu'on a vu là, connaître une très bonne saison et donner du fil à retard au Lightning en première ronde. Fait que moi, je pense que c'est mon équipe un peu à surveiller. Mais pas de dire qu'ils vont se rendre vraiment jusqu'au bout. Là. Je pense que Tampa va encore être dur à sortir dans la division atlantique. Je pense que Toronto va être un très, très bon club de saison, encore une fois, à savoir en série. De saison. De saison, certainement. En série, ça va savoir. Mais je surveillerais quand même de très, très près, je pense, sur eux autres. Là. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Good. On va conclure l'émission en parlant de Jesperi Kotkaniemi, parce que tu en as glissé un mot tantôt. Ce qui fait les manchettes présentement dans le monde du hockey, c'est vraiment l'offre hostile là, que les Hurricanes de la Caroline ont déposé à Jesperi Kotkaniemi. Il y a quand même encore un certain potentiel. Et évidemment, les Hurricanes qui se vengent de Sébastien Aho, l'offre hostile que le Canadien avait faite en 2019. L'offre à Kotkaniemi est d'une seule saison à un salaire de 6,1 millions de dollars. Marc Bergevin a jusqu'à samedi soir pour égaler l'offre, après quoi il perdra Kotkaniemi contre un choix de première ronde et de troisième ronde. La question est simple. Si tu es Marc Bergevin, est-ce que tu égalises l'offre ou pas? Non, je pense pas. Puis on se parle, on est mardi soir. Toi, tu diffuses ça jeudi. Ouais. Les Canadiens vont avoir donné un signe de vie d'ici là. Mais écoute, depuis l'offre hostile, aucun message du Canadien nulle part par rapport à ça. Là. Ouais. Et,
Souvenez-vous, les Hurricanes avaient mis peut-être 1 heure ou 2 à réagir. Ouais, je me rappelle, il avait fait comme un petit sondage Twitter. Genre, est-ce qu'on égalise l'offre? Les choix, c'était comme yes puis oui. Tu sais, puis à l'inverse, il y avait aussi un communiqué, là, je pense, du président qui disait on était conscients, on va tout faire pour l'égaler. Là, c'est silence radio. Moi, je pense qu'il se trame des affaires en coulisses. Moi, je crois déjà à la base que si Benjamin avait eu la chance de faire un échange impliquant KK, sans parler d'offre hostile avant le début de la saison, je pense qu'il l'aurait fait. Moi, sans vraiment donner des grosses parties du club actuel, c'était son meilleur atout là, pour aller chercher quand même un élément d'importance. Donc, est-ce que déjà, il pense déjà aux 2 choix qu'il pourrait recevoir pour le passer dans un échange pour aller chercher un Dvorak, un Sean Monahan, Jack Eichel, j'y crois moins un petit peu. C'est quand même un gros joueur d'impact. C'est pas impossible, mais moi, pour mon dire, avec tout ce qui roule, tout ce qu'on a pu entendre à gauche et à droite, par exemple, Kéké, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, mais c'est qu'il aurait été un peu frustré d'avoir été laissé de côté en série, puis que peut-être que sa tête à lui était peut-être plus à Montréal. Là, il prend quand même beaucoup d'argent. Il y a la question du bonus aussi à 20$ qui rentre là-dedans. Je le vois mal, moi, je pense honnêtement revenir dans la chambre des joueurs du Canadien là, pour 1 an ou 2 à partir de cette année, puis de faire comme si de rien n'était. Puis que, il n'y a pas. Moi, j'ai souvent dans la vie le syndrome, c'est de la feuille blanche. Une feuille blanche, là, c'est donc tu chiffonnes la feuille, puis après ça, tu défrippes la feuille, elle va toujours rester avec des plis pareils dessus. C'est sûr que tu as beau dire, regarde, on passe par-dessus, la feuille, on la met comme qu'elle était avant, elle ne sera plus jamais intacte. Fait que moi, je pense honnêtement que ça peut pas être une option qui revienne. Si oui, je vais être surpris. Si oui, on va souhaiter vraiment qu'il éclose et qu'on voit vraiment le vrai Kéké qui a choisi 3e au total. Moi, je pense qu'ils sont déjà en train de penser à un plan B puis de magasiner parce que, comme on a dit tantôt, là, sinon, tu es très, très faible au centre. Puis, Ryan Paling, ça peut être une très belle surprise, là, mais c'est pas Ryan Paling et Jake Evans qui vont venir combler tes postes là, avec Cédric Paquette. Puis, comme centre 2, 3, 4. Là. Si oui, ça va être l'année Shane Wright. Là, sinon, là, à Montréal. Là, fait que, il reste encore beaucoup de temps. Benjamin a toujours habitué les partisans des gros mouvements là, très, très proches avant du début du camp. Fait que je ne serais pas surpris d'un autre mouvement de personnel là, quelque part au mois de septembre, c'est sûr. Ouais, j'ai un peu le même feeling que toi. Plus tôt cette semaine, on a vu dans les nouvelles que Jack Eichel était en direction de Montréal, mais c'est pour le camp BioSteel. Il commençait à avoir un peu. Il y en a gros qui se sont fait avoir là-dedans. Oui. Ben, t'as envoyé une qui commençait à... En plus, je dormais, je pense que ça c'est dimanche, genre à 4 heures, je dormais sur le sofa, puis là, je me réveille comme. Vraiment, c'est d'un coup sec. Là, je vais voir sur Instagram, puis là, je vois ils ont pris comme le tweet à Eric Engel, je pense. Ouais, c'est ça. Eric Engel, ils ont mis les gens de 2 yeux, les emojis. Pendant au moins 2 minutes, là, je paniquais, j'ai envoyé ça à tout le monde. Puis là, je disais, hey, t'imagines, mais là, quand j'ai lu le segment, il y avait à fond ses bâtons, puis tout ça, je savais qu'il y avait le camp. Là, j'ai rien que fait la ligne. C'est sûr, à fond, que ça allait au camp. Là, je disais, le monde part en peur. À savoir sur Twitter, j'ai vu tout de suite les tweets, ils se rectifiaient, puis tout ça, mais. À Montréal, on est fort là-dessus aussi dans le temps. Oui. Là, vous êtes peut-être un peu jeunes, là, les gars à Marianne Ossa ou à Marcel Ossa, là, ça avait fait vraiment fait parler beaucoup là, dans le temps. Là, fait que, on est fort là-dessus. Oui, je m'ai entendu jaser. Tantôt, tu as nommé quelques noms. Moi, si t'es Marc Bergevin, je veux t'entendre pour trancher. Si Kotkaniemi a quitté, qui tu amènerais là, pour la ligne de centre du Canadien? Ben écoute, si tu veux faire un coup d'éclat, je pense qu'un Monahan peut être une possibilité, surtout qu'avec les Flames, on sait qu'un peu là, les 2-3 vedettes sont peut-être un peu à la croisée des chemins ou un peu à tirer avec le nouveau coaching staff, mais à quel prix? Mais si tu veux vraiment un bon centre numéro 2 à prix quand même modique, là, parce que, exemple, que tu donnes le choix 1 et 3 des Hurricanes, tu n'auras rien coûté à toi, dans le fond. Il t'aura coûté Kéké. Ouais, ça, mais tu sais, ça,
Kéké à 6,1, vous avez exemple un Christian Dvorak à 25 ans qui gagne 4 points cuck. La question, je pense que pour au moins un an ou deux, tu en sors gagnant. Il reste à voir la progression de Kéké en Caroline. Si tu sais, Kéké, il va aussi falloir trouver un rôle. Je regardais un peu le line-up, puis le depth chart des Hurricanes. Il n'est pas là comme deuxième joueur de centre, lui là. Ao, Trocheck, Stepan, Stahl. Il y a la même chose qui mettait Nekas au centre. Je sais pas au centre. Mais je pense qu'il peut peut-être un peu se débrouiller au centre. Fait que, tu sais, Kéké, tu le mets-tu à l'aile? Moi, je pense pas. C'est Kéké à 6,1 dans un rôle de quatrième centre. Moi, ça a quand même pas ouais. Tu sais, eux autres sont peut-être pognés avec leur troupe aussi après ça. Fait que, mais ça, regarde, ça leur garde. Ils ont voulu faire ça. C'est eux autres, qui savent qu'est-ce qu'ils font. Mais Montréal, écoute, je pense qu'un Christian Dvorak, ça ne peut pas nourrir là, comme deuxième centre, un peu comme un style Dano. Mais comme j'ai dit tantôt, tu vas quand même avoir un trou au centre pareil. Tu vas chercher un gars de Chenyok à prix modique. Vas-tu chercher. Il reste encore des options aussi. Des joueurs autonomes. Mais il ne faut pas que tu aies des attentes extrêmement élevées à voir ça. Mais Benjamin aussi, il est tout le temps bon sur un petit pari, là, pas trop cher. C'est vrai. À la Mathieu Perrault. Là. Perrault, je pense que tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir avec lui. Je ne sais pas si Perrault, c'est pas vraiment un pari. Là. Mais, exemple, Alexander Semen dans le temps, un Corey Perry. Il y en a un qui a marché plus que l'autre. Oui, clairement. Clairement qu'on aurait voulu avoir encore à Montréal. Mais là, ça, c'est une autre histoire. Ça. Mais là, regarde, je pense que ça va dépendre de ce qu'il y a en tête. Il y a beaucoup aussi de choix à fond de repêchage. Il y a beaucoup de très, très bons espoirs qui s'en viennent quand même. Là, puis le repêchage est à Montréal. Oui, aussi, exactement. Puis les 2-3 prochains repêchages vont être extrêmement profonds, contrairement à lui qu'on a vécu cette année. Fait que, non, ça va être intéressant quand même à suivre. Oui, dossier à surveiller. Je vois qu'on fait plus de 40 minutes là, de podcast. Je parle quand même pas mal, moi. Ouais, c'est correct. Ça fait un bon show. Peut-être juste avant de conclure, James, as-tu quelque chose à ajouter? Non, c'est parfait. Excellent. Simon Bédard, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci les boys, c'est toujours cool. Lâchez pas à fond votre bon job. Puis n'importe quand cette année, il n'y aura pas, ce ne sera pas pour les sujets qui vont manquer. Là, en plus de nos 5 éditions. Rocket Canadien Lyon. Fait que n'importe quand les boys. Ça va être le fun. Donc, c'est ça. Je te souhaite une bonne saison de hockey. Plusieurs belles écritures là, de magazines pour la suite. Vous autres avec, beaucoup de fun aussi avec votre show, avec le M18-3. À un moment donné, je vais quand même être capable de le dire d'une façon simple. Puis beaucoup de fun avec les Chevaliers de Lévis aussi, entre autres. Ouais, c'est pour James. Moi, c'est Blizzard. Go Blizzard, go. Parce que moi, je suis Québec, lui, Lévis. Fait que, c'est ça. Vous êtes proches en même temps. À fond, c'est des clubs ennemis, ça. Oui. Amusez-vous, les gars. On s'en reparle. Yes, merci. James, merci d'avoir été présent pour cette émission. Toujours le fun de jaser hockey avec toi. Oui, ça fait plaisir. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Pour ne rien manquer de la saison 3, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.